L'invité d'Arnaud Direct, Marc Fesneau ce matin. Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, qui nous rejoint. Vous avez entendu Marc Fesneau, bonjour à vous, monsieur le député. Vous avez entendu ces différentes interventions sur l'antenne de BFM TV, avec d'abord ce qui s'est passé à Rennes, l'évasion à Rennes, parce que vous avez vu la réaction de Gérald Darmanin ce matin et la sanction prononcée à l'égard du directeur de la prison de Rennes. Est-ce qu'il a raison de sévir ou bien est-ce que c'est un peu facile, comme l'expliquait tout à l'heure le syndicat des directeurs d'établissements pénitentiaires? Non, je ne crois pas que ce soit facile. Manifestement, il y a eu un dysfonctionnement. Je crois comprendre que cette personne avait déjà soit essayé de s'évader ou s'était déjà évadé. Deuxième élément, que les conditions de sa sortie n'avaient pas été, comment dirais-je, précises au point qu'on puisse s'assurer qu'il y ait des personnels pénitentiaires et qu'ils puissent éviter de s'échapper. Il n'y avait pas de personnel pénitentiaire. Apparemment, il n'y avait pas de personnel pénitentiaire. Ce qui est quand même... Ça pose quand même des questions. Je découvre qu'on peut faire des sorties de prisonniers sans personnel pénitentiaire. Bon, Ouais, peut-être que c'est la règle. Non, visiblement. Mais voilà. Manifestement, si ça n'est pas la règle, il n'est pas illogique que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, produise des sanctions. Les sanctions, elles s'appliquent à tout le monde. C'est pas une profession, une corporation. Il n'est pas illogique qu'on dise il y a eu un dysfonctionnement. Celui-là a l'air un peu solide. Et puis justifié d'une sanction. Et une enquête administrative nous dira exactement Absolument ce qui s'est passé. Voilà, restons prudents en attendant d'avoir tous les éléments. Et puis il y a ce témoignage qu'on vient d'entendre, ce médecin du Nord, parce que c'est vrai qu'il y a les médecins, il y a aussi des professeurs qui sont menacés. On le voit dans une école maternelle à Rennes. Elle est impossible à enrayer, cette montée des agressions et des violences. C'est la question que je vous pose. Et aussi, est-ce que en ce moment, ça n'est pas un sujet qui est trop absent, selon vous, du débat public, parce que tout est occulté par les débats budgétaires qui sont les vôtres à l'Assemblée? Non, il est présent. Le problème, c'est qu'il n'émerge que quand il y a des agressions ou des faits et que le sujet principal, me semble-t-il, sur toutes ces professions, on pourrait parler des pompiers, on pourrait parler des policiers et des gendarmes, on pourrait parler des maires, on sort du congrès des maires, c'est la question du respect de l'autorité. Et au fond, à chaque fois que nous, politiques, on remet en cause, au fond, les autorités, ou que nous sommes nous-mêmes remis en cause, je pense qu'on ouvre la voie à allez-y, en fait, ça n'est pas une autorité dont il faut respecter la fonction et les missions qui sont les leurs. Vous pensez à quoi ? En général, quand vous dites, quand on laisse des parents disserter sur ce que fait tel ou tel prof et qu'on dit après tout c'est la liberté des parents d'élèves, quand on laisse des patients se comporter en disant au fond on est plutôt dans une logique de supermarché que dans une logique d'un service public qui doit être rendu mais par des gens qui sont plutôt à la disposition des patients, quand on laisse au fond s'insinuer cette permissivité en disant on a des gens qui sont engagés, qui des élus, qui des professionnels de santé ou autres, et qu'on ne respecte pas dans leurs fonctions, et quand certains députés disent la police tue, ou en fait essaient de systématiser des choses en venant jeter l'opprobre sur telle ou telle profession, je pense que ça vient faire mal à l'autorité, et donc il ne faut plus après demander qu'il y ait du respect. Vous parlez des députés LFI en l'occurrence, Par exemple. certains d'entre eux en tout cas pour la police tue. Pendant ce temps, le débat il se poursuit sur le budget du côté de l'Assemblée. Il n'en finit pas à cause de l'absence de 49.3 et à tel point que même chez les socialistes, on peut lire certains qui disent c'était peut-être une erreur. Il aurait fallu c'était peut-être une bêtise ça, de renoncer au 49.3. Les langues commencent à se délier un petit peu. C'était une erreur cette méthode ou pas ? Vous reconnaîtrez, pour ceux qui ont vu ce que j'avais dit lors de la déclaration de politique générale, j'ai dit qu'il y avait un risque à ne pas avoir l'outil 49.3. L'outil 49.3, il a été créé dans la Constitution pour contraindre une majorité indocile. C'est comme ça plutôt que ça a été utilisé. Puis, depuis 2022, c'était pour essayer de tenir quelque chose, de dire le choix, c'est renverser le gouvernement ou voter ou laisser passer le texte. Nous sommes dans une configuration où il n'y a aucune majorité. Ouais. Il n'y a plutôt que des minorités qui s'additionnent pour faire parfois des majorités sans que tout ça fasse un conglomérat cohérent. Et moi, je dis depuis le début que le 49.3, il peut être l'outil pour permettre d'acter le compromis. Parce que personne n'a envie d'assumer ce budget. C'est un espèce de budget, c'est un budget orphelin. Il n'y a plus de parents. Il n'y a plus de mère, il n'y a plus de père à ce budget. Mais est-ce que vous pensez que... C'est l'enfant de personne. Si c'est l'enfant de personne et que personne ne veut assumer, des économies budgétaires, ça c'est plutôt sur le flanc gauche. Qui des hausses, mais moi que je considère qu'ils doivent être mesurés d'impôts. À la fin, quel est l'outil pour y arriver? Le seul outil pour y arriver, c'est de dire, ça n'est pas un budget assez éloigné pour que je provoque une censure, mais c'est un budget sur lequel je pense qu'on peut converger. Donc vous appelez et donc je ne Sébastien... vois pas d'autre outil parce que, pardon, allez-y. Sinon on aboutit à quoi? Il n'y a pas de budget, il ne sera pas voté cette nuit ou demain matin à l'Assemblée nationale. Très bien, il va partir au Sénat, la navette se poursuit, tout ça. Je dis quand même au passage que les débats se passent dans de bonnes conditions, plutôt sérieux. Mais à la fin, sinon c'est une loi spéciale, et donc tous les acquis des uns et des autres, tous ceux à quoi nous tenons les uns et les autres, ils vont disparaître. Et donc le 49.3, c'est l'outil, non pas de la coercition là,
C'est l'outil pour Jérémy. acter un compromis. C'est la première chose qu'a dit Sébastien Lecornu. Je n'utiliserai pas le 49.3. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre peut se dédire à ce point désormais aux fruits et pour essayer de tenter de trouver le compromis? Fait, et je fais de grief à personne, il l'a fait parce que le Parti socialiste, dans la liste de courses, avait mis en premier principe l'idée du 49.3, disant le 49.3, c'est un outil pour nous contraindre. Mais ici, ça n'est plus un outil pour nous contraindre, mais c'est un outil pour contraindre le compromis. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez les uns et les autres? Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Et ça ne justifie pas d'une motion de censure. Il me semble que c'est peut-être à examiner. Et il ne faut pas demander à Sébastien Lecornu seul, c'est pour ça que je le dis continuellement depuis 6 semaines. Il ne faut pas le demander à Sébastien Lecornu seul, parce que sinon on va dire il se dédie. Il faut que chacun collectivement dise qu'est-ce que je veux voir dans le budget? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait un budget équilibré pour le pays, sans trop d'excès de part et d'autre? Et donc, à ce moment-là, le 49.3 peut-être s'imposer. Lucie. Alors, vous parlez de débats sérieux. Où les députés ont quand même voté... Les votes n'ont pas toujours été sérieux. Voilà, 40 milliards de hausses d'impôts, donc beaucoup de hausses d'impôts illégales qui seront absolument inapplicables. Qu'est-ce qu'il faut changer l'année prochaine pour que le débat budgétaire soit plus sérieux sur le fond? J'ose pas dire qu'il faudrait changer les parlementaires. Ah ben voilà, allez. Une dissolution. Mais je ne suis pas sûr que ça ne produise pas le même effet. Je pense qu'on est depuis trop longtemps dans ce pays dans une forme de déresponsabilisation des parlementaires. Quand vous avez une majorité absolue, au fond, on se fiche de ce que pensent les parlementaires, donc ils votent tout pour quand le gouvernement dit de voter pour et contre quand le Parlement godillot. Donc c'est et dans l'autre sens, vous avez des godillots inverses, c'est-à-dire ceux qui votent toujours contre parce qu'ils sont dans l'opposition. Et comme on n'a pas une culture du compromis, et le compromis, c'est aussi, c'est ce que je dis sur le budget. Vous avez une chance. C'est la vous avez une chance. Mais vous trouverez le groupe Modem à avoir voté un certain nombre de choses et refusé un certain nombre d'autres, en particulier. Donc il n'y a aucun espoir que ça se passe mieux? Non, mais je pense qu'on est en train. Alors c'est chaotique et tous ceux qui nous écoutent là, nous regardent là, doivent dire Marc Fesneau est un peu fou. Mais je pense que on est en train de faire un apprentissage un peu curieux, c'est celui de la responsabilité. Je reconnais que sur le flanc gauche modéré et sur le flanc droit modéré, on a essayé de ne pas se livrer à une surenchère excessive, même s'il y a encore eu des surenchères. Mais on a eu des moments où c'est vrai qu'on vote des taxes et des impôts sans n'avoir le moindre étude d'impact et dont on sait, je pense en particulier à la taxe sur les multinationales, mais on pourrait dire pareil de la taxe GAFAM. 26 milliards en 15 secondes, tout le monde applaudit. Enfin, pour ceux qui l'ont voté, nous avons voté contre. Et en fait, c'est illégal et inconventionnel. Et donc, si on veut être respecté, nous, Parlement, il faut qu'on soit un peu responsable. Et l'esprit n'y est pas encore tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire. En termes de responsabilité, qu'est-ce que vous avez pensé des réactions de la plupart des partis politiques à ce qu'a dit le chef d'état-major des armées devant le Congrès des maires lorsqu'il a dit qu'il fallait se préparer avec de la force d'âme pour la population et avec un esprit effectivement de responsabilité, y compris dans le sens du sacrifice, c'est-à-dire que des soldats français, le jour venu, si jamais la Russie agresse à nouveau un pays européen ou un pays membre de l'OTAN, est-ce que vous trouvez que les réactions ont été responsables? Moi, j'ai trouvé que la parole du chef d'état-major était celle d'un militaire qui est en situation de responsabilité et dont le rôle est de nous alerter. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait de quoi s'émouvoir au-delà. Oui. Et j'ai trouvé que certains ont été excessifs dans leur réaction parce qu'un chef d'état-major des armées explique le risque, explique les conséquences du risque et explique ce que c'est que la guerre. Nous qui avons perdu d'esprit ce qu'est la guerre depuis 1945, je trouve qu'il est dans sa mission et dans son rôle. La guerre, ça n'est pas quelque chose qui est à distance. La guerre, c'est des réalités militaires et c'est des réalités humaines. Les Ukrainiens en font la tragique expérience. Mais évidemment que le chef d'état-major des armées dise qu'il faut de la force d'âme quand on doit défendre son pays ou au travers d'un autre pays, son propre pays, qui nous confronte. Alors c'est un peu rude d'entendre ça, mais c'est la réalité de la guerre. Donc manque de lucidité et manque de responsabilité. Oui, je trouve que les responsables politiques ont été un peu irresponsables. La guerre, c'est ça. Je dis souvent que, pour ceux qui se souviennent de ça, la guerre au Koweït, on nous avait vendu ce qu'on appelait les guerres propres. C'est-à-dire la guerre sans soldats, sans morts. C'est malheureusement la guerre. La guerre chirurgicale, c'est évidemment un fantasme. Et c'était un fantasme. Et la guerre, c'est ça, et c'est pour ça. D'abord, il faut éviter la guerre. Et si on veut éviter la guerre, il faut montrer sa force. Et le chef d'état-major a été soutenu d'ailleurs par la ministre des Armées. Merci beaucoup, Marc Fesneau.